Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collectin ad valorem. Collection ad valorem. Ouvrage paru. Adélaïde de Lastic, Que valent les valeurs, 2014. Gérard Schoun, Capital humain versus humain capital, 2014. Du même auteur. Tendance économique et sociale de la valeur en entreprise, l'Harmattan, 2014. Tendance sociale et culturelle de la valeur. Malgré tous les efforts déployés dans la préparation de ce livre, en tant qu'ouvrage collectif, nous nous sommes limités à coordonner le travail de chaque auteur. Il n'a pas été possible de vérifier tant sur la forme que sur le fond, l'exactitude, l'actualité, l'exhaustivité ou la pertinence des informations sur les sujets abordés, ni l'originalité ou les sources de l'ensemble des textes proposés. Nous ne saurions garantir l'absence de contradiction entre les auteurs, d'erreurs ou omissions matérielles ou de contenu. Les opinions exprimées sont celles de leurs auteurs respectifs. Le lecteur est invité à rester critique par rapport aux propos tenus et à faire preuve de prudence dans l'utilisation des informations ou opinions exprimées dans cet ouvrage. Avant-propos, Valérie Lejeune. Dans le cadre du Value Lab et dans la suite du premier livre sur les tendances de valeur, nous continuons la réflexion sur la notion plurielle et transdomaniale de la valeur en entreprise et dans la société, à l'étude, le sens, la mesure, la création, le maintien, la transformation, l'anticipation de la valeur. Ces tendances peuvent être considérées comme un outillage pour enrichir les scénarios prospectifs des organisations, pour les aider dans l'identification de potentiels et leviers de valeur et pour formuler des stratégies audacieuses de création de valeur, où respectabilité et rentabilité vont de pair. Expliqué d'une façon simpliste, la valeur est ce que l'on juge important ou digne d'être suivi. Nous l'organisons en 3 grandes catégories. Les valeurs techniques et économiques, vues sous l'angle des informations et des mesures et qui faciliteraient la prise de décision. Les valeurs sociales qui seraient des codes de bonne conduite. Les valeurs culturelles, des illustrations du bien, du bon, du beau. Avec pour chaque catégorie autant de repères, normes imposées que de croyances, culture, époque, contexte. Dans cet ouvrage, sans pour autant accepter un quelconque clivage du pluralisme des valeurs, nous mettons l'accent sur les valeurs sociales et culturelles. Cependant, nous nous heurtons à une difficulté. Ces valeurs sociales et culturelles s'inscrivent dans le champ de l'humain, avec tout ce que cela suppose de sensible et altruiste, mais aussi de subjectif et tendancieux, et donc d'opaque et confus. Heureusement, cette mosaïque de propriétés ou formes de valeur n'est pas statique. Elle s'enrichit par sa diversité et se structure de façon vitale pour former des systèmes complexes solides où l'homme peut évoluer. Ainsi, pour respecter la diversité des points de vue et des cas d'étude, cet ouvrage se présente comme un album, où vous pourrez consulter une collection d'articles sur les tendances de valeurs sociales et culturelles. Au fil des articles, les auteurs questionnent les sujets suivants. La problématique aristotélicienne des valeurs et leur vitalité. Les codes éthiques indispensables à la bonne marche des affaires. L'argent facteur de libération et d'humanité. Les changements de paradigme culturel et géographique à l'échelle planétaire. Les changements de paradigme à l'échelle de l'entreprise, grâce au principe de juste valeur en gouvernance et en management. L'épanouissement de l'homme par de nouveaux modes d'éducation via les NTIC, et par la gestion autonome de sa formation et de son parcours professionnel. La logique d'évolution circulaire et non plus linéaire d'entreprises auto-éco-réorganisant, de façon systémique leurs ressources humaines pour plus d'engagement et d'efficacité opérationnelle. L'orchestration en réseau et la captation et matérialisation des valeurs intangibles chez les musiciens émergents. L'analyse des articles met par ailleurs en évidence une certaine plasticité de nos valeurs qui témoigne de l'évolution de l'esprit et des comportements de l'homme. L'homme entame à vrai dire une révolution sociale et culturelle. Par les nouveaux modes de connaissance, d'information et communication, par sa réorganisation du travail, par ses connexions confiantes en réseau, il dégage des énergies nouvelles. Un phénomène anthropique, où l'énergie nécessairement dissipée par des systèmes ouverts se conserve localement de façon responsable. Pour conclure et en filigrane conciliant de cet ouvrage,
L'homme, en produisant et gérant consciemment et collectivement son énergie, se révèle la source et la ressource essentielle des valeurs qui servent sa coévolution planétaire. Finalement et sincèrement, je tiens à remercier les auteurs et membres du Value Lab, une équipe internationale transverse talentueuse de chercheurs et praticiens passionnés par la valeur. Et tout particulièrement, je souhaiterais remercier Françoise KLELTZDRAPEAU pour sa disponibilité et ses interventions qui ont été fortement utiles pour recadrer une étude dont le champ est très vaste. Françoise nous fait l'honneur de la préface. Bonne lecture Valérie Lejeune. Bibliographie. Coppens Y. Pic, page 2001. Aux origines de l'humanité. De l'apparition de la vie à l'homme moderne. Paris, ed. Fayard. Col, Temps des Sciences. Rose Y. et Lavigne, JC 2006. Éthique et développement durable. Paris, IUED Cartala. Lemoigne, JL 1999. Auto-éco-réorganisation sociale et complexité. Des dessins humains pour et par l'action humaine. Contribution au colloque Cerisy, Hayek et la philosophie économique. Morin, E. et Lemoigne, JL 1999. L'intelligence de la complexité. Paris, ed. L'Harmattan. Morin, E. 2004. La méthode VI. Paris, ed. Seuil ORLEAN, A 2011. L'empire de la valeur. Refonder l'économie. Paris, ed. du Seuil. Collection, La couleur des idées. Rutge Verneck, volume 1998. Valeurs et culture. 20th World Congress of Philosophy. Boston, Auguste 10 à 15. Simmel, G. 1900. Philosophie de l'argent. Paris, ed. Puf. Collection, Quadrige Grand Texte 2007. Wilson, E.O. 1998. Consilience. The Unity of Knowledge. Pulitzer Prize. Vintage Books Edition. PREFACE, Les valeurs, entre sujets à la mode, et PROBLEMATIQUEARISTOTELICIENNE, Françoise KLELTZDRAPEAU. Françoise Kleltz-Drapeau, docteur en philosophie, enseigne les pratiques universitaires de lecture à la Sorbonne Nouvelle et l'éthique médicale dans le cadre de l'espace éthique et de l'Université Paris 11. Elle a publié en 2012 à l'Harmattan une dette à l'égard de la culture grecque, La juste mesure d'Aristote. Une dette envers la Grèce. Aristote, le prudent et le manager. In Evolution et perspectives du management sous la direction de Georges Nurdin, en 2014 aux éditions Classique Garnier, Éthique aristotélicienne et éthique camusienne. Penser la mesure, In Camus et l'éthique, sous la direction d'Ève Morissi. Parler des valeurs est à la mode. Dans les discours, le nombre d'occurrences du mot éthique est en augmentation. En théorie, on peut donc estimer que la valeur est un sujet qui est porteur. Il se porte bien, pourrait-on dire aussi en se fondant sur l'étymologie médicale de valere, verbe qui indique le fait d'être en bonne santé et qui résonne encore dans convalescence. Si l'on quitte la santé pour passer à l'économie, on pourrait affirmer également que ce sujet est à la hausse, comme on le dirait en employant le vocabulaire des valeurs boursières. Les valeurs, dit-on, se perdent. Pourtant jamais on ne les a autant invoquées. Tel est du moins le constat que l'on peut faire en regardant ce qui se publie, de l'article de vulgarisation vaguement moralisateur aux textes d'érudition qui prennent la valeur pour objet. La présente collection, Ad Valorem, est elle-même par son titre l'indice de cet intérêt. C'est pourquoi, pour préfacer ce troisième ouvrage dont l'objet est spécifiquement l'étude des tendances socio-culturelles de la valeur, nous proposons de mettre en relation d'une part cet aspect très actuel, pour ne pas dire ce côté phénomène de mode, que revêt parfois l'intérêt contemporain pour la notion de valeur, et d'autre part un rappel de la problématique de la valeur chez Aristote. Qu'on se rassure, il ne s'agit pas de faire un panorama de la notion, mais tout simplement de confronter brièvement deux états de la question, en se demandant en quoi ce qui se pensait il y a 23 siècles peut éclairer l'intérêt de 2015 pour les valeurs. Notre fil conducteur est que lorsque l'on évoque le thème des valeurs en économie, on a tendance à recentrer ce sujet sur l'éthique alors que, avant de se poser la question de leur utilité morale,
Il faut, nous semble-t-il, s'interroger d'abord sur la possibilité d'une connaissance scientifique des valeurs. En d'autres termes, on doit toujours se demander, lorsque l'on réfléchit aux diverses formes d'évaluation, quel est le statut épistémologique des valeurs que l'on utilise pour mesurer ce que vaut une entreprise, un salarié, l'économie d'un pays. Puisque, comme nous venons de le rappeler, les réflexions sur les valeurs concernent des domaines très variés, nous nous limiterons à deux pôles qui nous serviront d'illustration, l'économie et la médecine. L'étymologie et la polysémie du terme « valeur » nous y invitent. Le mot a, on le sait, un triple sens. Éthique pour la valeur morale, économique pour la valeur marchande ou boursière, médicale lorsque l'on est en bonne santé, valait, dit le latin, quand par exemple les valeurs d'un bilan sanguin disent qu'un taux de cholestérol est dans la norme. Quel est le point commun à ces trois sens ? C'est la notion de mesure. En effet, dans ces différents domaines on cherche à déterminer ce que peut ou doit valoir une chose. Ce que vaut la devise monétaire d'un pays, ce que vaut sa devise morale de liberté, d'égalité et de fraternité, ce que vaut son état sanitaire quand on tente de mesurer l'allongement de la durée de vie de ses citoyens, en tenant compte de l'indispensable paramètre que constitue l'espérance de vie en bonne santé. Tout à notre époque se mesure, ou pour le dire avec un mot où apparaît la valeur, tout s'évalue. Dans une période où l'on se demande s'il faut ou non noter à l'école, force est de constater que des agences de notation qui évaluent les entreprises et les pays aux sociétés qui mesurent les performances de leurs collaborateurs dans des entretiens individuels d'évaluation, tout se note et se note pendant toute la vie. Ces mesures permanentes, au sens de mensuration, toujours à reprendre, renvoient dans le monde de l'entreprise et de l'économie à la métaphore médicale. Il ne s'agit pas seulement de se bien porter, mais il faut être dans la norme, avoir à la suite de ces examens les bonnes valeurs, celles qui font dire qu'on est normal et qu'on n'a pas sombré dans le pathologique. Cette réflexion sur le normal et le pathologique, pourrions-nous dire en reprenant le titre de Canguilhem, devrait être toujours présente à l'esprit de ceux qui parlent de valeurs, qu'ils soient économistes ou philosophes et médecins comme le fut précisément Canguilhem. C'est en ce sens que réfléchir à la valeur ne relève pas seulement de l'éthique mais a à voir avec la philosophie des sciences, l'épistémologie. On ne peut s'interroger sur la valeur morale de telle ou telle décision en économie si au préalable, on ne s'est pas demandé quelle est la valeur scientifique de tel ou tel instrument de mesure en économie. Pour le dire encore autrement, avant de déclarer s'il est juste ou injuste qu'une agence de notation juge pathologique l'état économique d'un pays et lui impose un régime drastique pour équilibrer sa dette, il faut scientifiquement évaluer si les calculs dont se sert cette agence sont justes. On donne alors à ce qualificatif le sens de justesse mathématique, seule valeur qui serait capable de décider scientifiquement si des mesures sont justes au sens éthique. En effet, des mesures injustes ont pu être imposées à un pays car des mesures inexactes l'avaient précédemment mal évalué. On constate qu'interfèrent ici deux domaines qui ne sont pas du même ordre. Ce qu'il faut éviter, c'est ce que Régis Debray a récemment appelé l'erreur de calcul, en faisant de cette expression au sens multiple le titre d'un ouvrage dans lequel il réfléchit à l'excessive valeur donnée à l'économie. De fait, les économistes, comme tous les hommes peuvent se tromper dans leurs calculs, et tous les hommes se tromperaient gravement en excluant le risque d'une erreur de calcul et en calculant toutes leurs décisions politiques comme si jamais aucun économiste n'avait pu se tromper, ou du moins être trompé. On pourrait alors appliquer à l'économie la complexe formule de Jean Bernard, qui fut le premier président du Comité consultatif national d'éthique, tout ce qui n'est pas scientifique n'est pas éthique. Qu'on ne s'y trompe pas, il ne s'agit pas pour ce grand médecin d'affirmer que la science est supérieure à l'éthique, mais au contraire, qu'il ne peut y avoir de comportement éthique en médecine si l'on n'a pas commencé par examiner de façon critique la fiabilité scientifique des thérapies que l'on propose aux patients. Si l'on fait une ponction lombaire qui n'a pas de justification scientifique, et n'apportera rien d'utile pour améliorer l'état du malade, peu importe qu'on ait respecté tous les codes des bonnes pratiques éthiques. Que peut signifier être respectueux avec un patient si le traitement qu'on lui propose en respectant les règles de la politesse ne respecte aucune des lois de la science? Ce qui n'est pas scientifiquement justifiable ne peut donc être éthiquement valable. Certes, un scientifique peut faire parfois des choix non éthiques, mais il est clair que lorsqu'il n'agit pas scientifiquement, ses actes n'auront jamais aucune valeur éthique puisqu'ils seront déraisonnables s'ils sont irrationnels.
En transposant cet exemple à l'économie, on peut donc dire qu'une mesure de l'activité économique, si elle n'est pas scientifiquement validée, par exemple un algorithme boursier mal calculé, ne doit pas permettre de prendre des mesures au sens de décisions économiques, sociales voire politiques. Aucune de ces décisions ne pourra être juste au sens éthique, puisque sa justesse au sens épistémologique n'a pas été validée. Quand chacun reconnaît à présent que des erreurs théoriques de calcul ont entraîné des décisions pratiques désastreuses pour résorber des déficits qui avaient été mal mesurés, on peut d'une certaine manière comprendre la vogue actuelle des critiques à l'égard de certains économistes. Nous n'entrerons pas dans ce débat sur l'imposture économique, car nous n'en avons pas les compétences. Il nous semble seulement que la vigueur des critiques est proportionnelle à l'idéalisation dont l'économie fut parfois la victime consentante. Mise sur un piédestal scientifique par les excès d'une mathématisation dont les économistes qui savent réfléchir ont toujours montré les limites, l'économie risque de retomber dans une déchéance à la mesure de l'illusoire splendeur dont l'ont affublé ceux qui ne sont ni de vrais économistes, ni de grands mathématiciens. Croire que l'économie peut être une science parfaitement exacte, et que les faits économiques sont tous des réalités que pourraient facilement mesurer des équations, est aussi risqué que de croire que les réalités de la médecine sont facilement mathématisables. Une telle attitude est aussi naïve que de penser que des mesures biologiques ne pourraient jamais être manipulées par quelques laboratoires pharmaceutiques, qui auraient intérêt à faire croire que certains états de santé, antérieurement considérés comme parfaitement normaux, devraient être tenus pour pathologiques afin qu'on puisse leur prescrire un traitement. Ces docteurs NOC de la médecine et de l'économie sont, il faut au moins l'espérer, peu nombreux. Toutefois, c'est à cause d'eux que lorsque l'on parle de perte des valeurs, il faut ajouter à présent la perte de confiance dans les instruments qui mesurent les valeurs, dans les maîtres étalons de la médecine et de l'économie. À qui se fier, à quoi se fier si l'on n'a plus confiance en leur savoir ? Or, c'est en ce point que nous retrouvons la pensée aristotélicienne. Expliquons-nous. On pourrait montrer que toute l'éthique d'Aristote consiste à passer de l'idéal platonicien d'un bien atteignable et mathématiquement évaluable, à la conviction que dans le monde tel qu'il est, il est impossible de viser le bien absolu. Il faut se contenter d'un pis-aller, et au lieu de tourner nos regards vers le bien, il faut regarder plutôt comment agit concrètement celui qu'Aristote appelle le valeureux, l'homme de valeur ou l'homme de bien, celui qui sait dire la valeur des choses. Le propos n'est pas ici d'approfondir la question des fondements de l'éthique, et l'on peut renvoyer le lecteur à l'analyse qu'en proposa Pierre Aubanque dans La prudence chez Aristote. Nous nous contenterons simplement de rappeler que si Aristote ne pose pas comme Platon la question du bien mais doit s'interroger sur l'homme qui évalue ce qui est bien, c'est entre autres causes, parce qu'il vivait dans une période de crise des valeurs, plus simplement encore parce qu'il découvrit que les valeurs idéales et mathématiques de Platon ne pouvaient s'appliquer au monde tel qu'il allait. Les valeurs mathématiques sont à l'évidence scientifiquement valables, mais n'ont ni valeur ni utilité pour mesurer le monde contingent qui fut le sien. Dans son éthique, il oppose la règle du géomètre, qui dit l'exacte mesure mathématique, et la règle des maçons de l'île de Lesbos qui est une règle souple capable de mesurer les anfractuosités d'un mur. Ces deux règles, rendent compte d'une réalité, permettent chacune à leur manière de faire des calculs puis de prendre des mesures. Toutes deux disent une valeur et toutes les deux sont justes, mais ce qui n'est pas juste, c'est d'appliquer sans réflexion la règle du géomètre pour mesurer les irrégularités de notre monde. Il faut adapter les instruments de mesure à la complexité du réel, sans pour autant affirmer que notre monde échappe à toute forme de rationalité. Telle est la spécificité d'Aristote qui se situe à égale distance d'un dogmatisme qui affirmerait que tout est mesurable avec des outils mathématiques et d'un empirisme irrationnel, voire d'un scepticisme. Le réel n'est pas pour lui une succession de cas particuliers réfractaires à toute analyse générale. Et s'il obéit à une rationalité, ce ne saurait être à celle d'algorithmes trop simplistes pour rendre compte de sa complexité. De nos jours, on a vu ce que ces deux écueils impliquaient comme risque pour l'économie. D'un côté une excessive mathématisation, de l'autre un abusif empirisme. Aristote est donc le penseur d'une éthique pour temps de crise, pour gros temps, pourrait-on dire en reprenant sa métaphore de la navigation. Selon lui, quand les vents sont trop forts ou trop faibles, la navigation à la voile est impossible,
Il faut alors adopter ce que les Grecs appellent la navigation seconde, c'est-à-dire ce pis-aller qui consiste à sortir les rames. Notre monde est fluctuant, variable comme une mer déchaînée, et pourtant il faut faire face et faire triompher nos valeurs. Il est possible d'arriver au port, mais il faudra pour cela louvoyer, jouer avec les vents contraires sans pour autant se jouer d'eux, mais en comprenant leur complexité. Ce qu'Aristote met en lumière, c'est que tout ce qui relève de l'humain ne peut s'adapter, se formater ou obéir à des valeurs qui seraient uniquement quantitatives, à des valeurs qui se calculeraient seulement à l'aune des sciences exactes, des sciences dures. Ces dernières, quand elles veulent évaluer de force, sont qualifiées par certains de sciences inhumaines, or l'économie est une science humaine, du moins par l'objet qu'elle étudie, et a fortiori quand elle s'intéresse aux valeurs. La dimension humaine des valeurs, avec son indépassable complexité et l'indispensable part d'idéalisme qu'elle implique, est précisément le sujet de ce nouveau volume de la collection Ad Valorem. Après un premier tome consacré aux tendances économiques et sociales de la valeur dans lequel l'accent était mis sur une dimension quantifiable et matérielle, le second tome aborde des rivages moins simples en présentant les tendances socio-culturelles de la valeur. Ce domaine, à l'évidence, est celui de l'humain et de ce que nous appelons aujourd'hui le vivre ensemble. Victime de son succès, cette expression risque de se vider de son sens, alors c'est encore vers Aristote que nous pouvons nous tourner pour mieux en comprendre les enjeux. Au début de la politique, le philosophe déclare en effet que l'homme est par nature un animal politique, et qu'il possède le logo, c'est-à-dire à la fois la capacité de penser et de parler avec les membres de sa collectivité. La politique est, on le sait, la suite de l'éthique à Nicomaque, et cette succession des deux textes indique clairement que l'éthique et les valeurs individuelles qu'elle examine ne peut se concevoir sans une réflexion sur ce qu'est la vie en collectivité, c'est-à-dire la politique au sens propre du terme. Parler de tendances socio-culturelles de la valeur, c'est être au cœur de ce lien qui unit éthique et politique, et tous les chapitres du présent ouvrage en sont une illustration. Comme dans le précédent volume, ce qui marque, c'est la diversité des domaines étudiés. L'hétérogénéité est à nouveau revendiquée et il ne saurait être question d'adhérer à tous les points de vue ici défendus, et aux choix méthodologiques adoptés par chacun des auteurs pour les présenter. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.